Éric Grange est le directeur et le fondateur d'Oasis Voyage, Expérience en Conscience, la première agence 100% spécialisée dans les voyages initiatiques qu'il a créée en 2007. plus 17. 20 plus 17, oh, c'est super. En 2012, le 19e Dalai Lama lui accorde sa bénédiction lors de son enseignement au Ladakh. En 2013, Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix et icône de la non-violence, félicite Éric Grange pour son action à Rangoon, au Myanmar. Aujourd'hui, grâce à lui, plus de 1000 personnes partent chaque année en voyage initiatique partout sur la planète et pour la plupart en reviennent transmutés dans un nouveau niveau de conscience. Écoutons Éric Grange nous parler de lui, de sa mission, de ses aspirations, ses valeurs et ses rêves. Oui, coucou, c'est moi. Je suis Éric Grange, je suis le directeur et le fondateur d'une agence de voyage spécialisée dans les voyages initiatiques en conscience spirituelle. Voilà, donc tout ce qui fait du bien pour grandir et s'émerveiller et s'éveiller, s'émerveiller et s'éveiller. Et pendant cette webconférence, eh bien, je vais avoir le plaisir de vous parler de ce que j'aime le plus au monde, c'est voyager, voyager en conscience. Comme j'aime le dire, c'est peut-être la devise de ma vie. Voyager en conscience, c'est grandir en amour. C'est vraiment mon parcours et c'est ce que je vais avoir du cœur à vous partager pendant cette heure de webconférence. Nous allons partir ensemble sur certaines de mes destinations favorites. Bien sûr, Bali, mais aussi le Tibet, l'Australie, l'immersion aborigène que j'ai fait en 2012. Nous allons aussi partir à l'île de Pâques, Rapa Nui, et je reçois souvent des questions, mais comment tu fais, Éric, pour repérer, comment tu fais, Éric, pour trouver des gens comme ça qui interviennent sur tes voyages? Eh bien, je vais vous dévoiler comment se fait en repérage de voyage initiatique. Également, je reviens sur l'Australie, je vais vous proposer une petite expérience à partir d'un extrait de film que j'ai réalisé au cœur du bush autour d'Andigiridou. Quelques petites minutes de mystère vous attendent. Alors, qu'est-ce qui a fait que dans ma vie, j'ai été aussi attiré par le voyage initiatique? En fait, c'est la conjonction de deux dimensions. Toute ma vie, j'ai porté mon attention sur ma vie intérieure. Au début, je me sentais un petit peu isolé avec ça, parce qu'on ne peut pas dire que mes camarades de classe, quand j'étais
dans le secondaire ou au lycée. Après, j'ai fait des études d'ingénieur, donc maths sup, maths spé. On ne peut pas dire que j'étais dans un environnement où je trouvais beaucoup de répondants quand je parlais de la vie intérieure. Donc je me sentais assez isolé jusqu'en 92, novembre 92, où j'ai eu une révélation à travers mon premier stage de développement personnel qui, pour la petite histoire, s'est déroulé dans une communauté spirituelle d'ailleurs. C'était les Bahaïs, que peut-être certains connaissent. C'est une foi particulière qui a pris racine en Perse, donc l'Iran d'aujourd'hui, et qui est axée sur des valeurs relatives à la vie domestique, la famille, les voisins, etc. Et ça, ça a été quelque chose qui m'a, je peux dire, qui m'a allumé, au bon sens du terme, de l'intérieur, qui m'a illuminé. Et ça en est suivi tout en parcours de séminaires de développement personnel. Et j'ai fréquenté beaucoup d'espaces, tout ce qui se faisait dans les années 90, 2000, voilà, analyse transactionnelle, PNL, Webers, etc. Et à côté de ça, j'ai eu tout un itinéraire thérapeutique avec une personne de grande qualité qui, au fil des séances, m'a aidé à développer en moi la plus belle des qualités, c'est la qualité d'aimer. Et à côté de ça, j'ai eu toujours au fond de moi cet attrait pour les merveilles de notre planète. Je trouve, je bouffais mes leçons de géographie quand j'étais à l'école. J'allais voir ces fameux cycles de connaissances du monde faits par des conférenciers qui reviennent d'un pays et qui en montrent les merveilles. Et je me disais, mais quelle belle planète, qu'est-ce qu'il y a lieu de se réjouir. Et dès que j'ai pu, j'ai voyagé. Dès que j'ai pu, j'ai voyagé. Je n'avais pas assez de temps avec 5 semaines de vacances pour à la fois faire tous les séminaires de développement personnel qui m'attiraient et tous les voyages. Alors du coup, j'ai pris une période sabbatique qui a duré 3 ans et demi. Et à l'issue de laquelle, donc, j'ai créé... à l'issue de ma période sabbatique, j'ai rejoint les rangs comme accompagnateur dans une grande agence de voyage, TUI, où j'ai beaucoup appris sur le terrain comment est-ce que l'on mène en voyage. Et en 2007, j'ai créé Oasis Voyage Expérience en Conscience, qui a été en France la première structure 100% spécialisée dans les voyages initiatiques, voyages spirituels, voyages en conscience. Et j'en suis fier, hein, quelque part. Et à travers ça, j'ai fait maintenant, nous sommes en 2015, et j'ai fait voyager des milliers de gens qui, sur les lieux sacrés, qui, avec des personnalités très connues ou pas du tout connues, ont voyagé et ont pu explorer leur processus d'éveil antérieur d'une manière différente que ce qu'elles auraient pu le faire en France. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, j'ai pris la décision de créer une agence de voyage initiatique, et pourquoi est-ce que je l'ai appelée Oasis? En fait, ça c'était en 2007, et à l'époque, je constatais qu'il y avait beaucoup de propositions en France dans le domaine du développement personnel qui étaient relatives des processus thérapeutiques. Et c'est-à-dire beaucoup de propositions où on va rencontrer l'ombre pour la transmuter en lumière. J'ai infiniment de respect, de gratitude et de reconnaissance pour toutes ces personnes, pour toutes ces techniques, pour les avoir expérimentées moi-même et pour avoir libéré certains fardeaux qui étaient en moi. Pourtant, à l'intérieur de moi, alors que je faisais ces séminaires là, je me disais, mais c'est incroyable, il y a quand même un endroit où tout va bien. Cette ambiance, cette pierre, ce ciel où le soleil joue à cache-cache avec les nuages, mais
mais la beauté est là sous nos yeux. Pourquoi personne ne le dit? Et du coup, je me suis dit, eh ben moi, mes activités à moi, ce seront des activités qui conjuguent le plaisir et la conscience. Et je vais les décliner avec ce que j'aime le mieux au monde, c'est-à-dire le voyage. Donc je conçois le voyage initiatique comme un voyage où nous allons à la fois vers les ressources de vie les plus puissantes, les plus vitalisantes qui soient, mais nous y allons en conscience pour nous imprégner de ces énergies, de ces vibrations, de ces rencontres et grandir, transformer des choses. C'est-à-dire que j'aime dire que les voyages initiatiques, pour moi, ne sont pas des voyages thérapeutiques, ce n'est pas ma vision des choses, mais qu'ils aient des effets thérapeutiques, je n'en doute pas, mais ce n'est pas la finalité première. La finalité première, c'est vraiment d'aller chercher, je dirais, la grâce. On pourrait parler d'extase, le mot est très fort, mais pour moi, tous les bonheurs sont bons à vivre, que ce soit des petits bonheurs ou des grands bonheurs. Et notre vie, la qualité de nos vies se mesure à notre capacité à nous imprégner de ces bonheurs. Allier le bonheur, le plaisir de vivre avec l'agrandissement de soi, l'ouverture de soi, ça c'est ce que j'aime le plus au monde et j'en ai fait mon travail. Je pense qu'à vrai dire c'est plus son travail, je pense que c'est ma mission de vie, tellement depuis que je me suis mis dans cet axe, ma vie a pris une cohérence incroyable et une facilité incroyable. Et c'est tout le bonheur que je vous propose dans cette heure que nous allons passer ensemble. Je vais vous emmener dans différents lieux du monde et on va rencontrer des belles personnes à travers des petits reportages, des petites photos, etc. Voilà, restez avec nous, je vous retrouve et on va parler de Bali, de son continuum spirituel, Bali, l'île des dieux. Et bien maintenant, je vous accueille dans la rubrique Bali de cette émission. Donc je vais vous parler de cette île que l'on appelle l'île des dieux. Et en quoi cette île a-t-elle pu nourrir ma vie intérieure? Ce qu'il faut savoir, avant de rentrer plus dans le détail de Bali, c'est que Bali, qui est en Indonésie, juste en dessous de l'équateur, est la seule île qui ne soit pas musulmane en Indonésie et qui a développé une spiritualité unique, qui est inspirée de l'hindouisme, également inspirée du bouddhisme, un tout petit peu de l'animisme. Et ce qui est de très intéressant dans la spiritualité balinaise, c'est qu'elle est collective. Et ça, vous voyez, ça me parle beaucoup. C'est-à-dire que nous ne sommes pas seuls, isolés chez soi, à méditer sur son zafu, c'est très très bien. Mais à Bali, les méditations, les rituels, les offrandes se font tous en groupe avec la famille, avec les voisins, avec le village, éventuellement avec une région, et de temps en temps toute l'île se réunit pour faire des rituels. C'est très rare, mais ça se produit à peu près une fois par siècle. À Bali, il y a toujours la dimension spirituelle qui est au premier plan, quelle que soit l'activité. Et donc, nous sommes toujours dans un processus qui est un processus qui est premièrement les offrandes, deuxièmement la purification et les bénédictions, et troisièmement cela peut être la guérison avec la rencontre avec des grands prêtres. Offrande, purification, bénédiction et guérison. Alors, je vais vous raconter une anecdote
que j'ai vécu dans cette île. Il faut savoir que Bali, c'est à peu près 120 km sur 80 et qu'il y a plus de 10 000 temples sur cette île. Lors de mon premier voyage, le voyage de repérage, j'étais en train de prendre mon petit déjeuner sur la terrasse de l'hôtel, et c'était un hôtel très dans le centre de Ubud, et donc le petit déjeuner c'était sur une terrasse qui donnait sur la rue. Et là j'ai vu un chauffeur de taxi arriver et se préparer pour sa journée. Il est rentré dans un processus qui a duré à peu près une demi-heure. C'est-à-dire qu'il a commencé par nettoyer son véhicule physiquement, à l'extérieur, à l'intérieur, et il s'est plutôt bien appliqué. Après, il a été chercher sa corbeille d'offrande. Je l'ai vu confectionner sa corbeille d'offrande en y mettant quelques grainderies, parce que c'est la relation à la prospérité, en mettant un fruit qui s'appelle le mangoustan, parce que c'est la relation à la santé, en mettant une fleur de frangipanier, parce que de mémoire c'est la relation avec les ancêtres. Et il a confectionné toute son offrande, il a mis son bâton d'encens, il l'a posé sur le capot de la voiture et il a fait ses prières, ses invocations et la récitation de ses mantras. Tout cela a duré à peu près une demi-heure. Et après, il est parti à la recherche de ses clients. Et après, je me suis rendu compte que tous les Balinais commençaient leur journée comme ça. À l'hôtel, les femmes de ménage, le personnel des jardins, tout le monde commence sa journée par des offrandes. Et ça, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué, en ce sens que la relation au divin dans la compréhension balinaise se fait sur le principe Terima Kassi. Terima, je donne, Kassi, je reçois. Terima Kassi. Quelqu'un vous fait plaisir à Bali, vous lui dites Terima Kassi, tu m'as donné, j'ai reçu, gratitude. Et cela m'a aidé à positionner ma vie spirituelle dans la gratitude et dans la reconnaissance. Je trouve qu'il y a dans l'itinéraire spirituel d'aujourd'hui, j'entends souvent beaucoup de demandes. Je voudrais travail, compagnon, compagne, une harmonisation de ceci, cela. C'est juste, c'est juste. Pourtant, quel bonheur nous avons de sentir la vie en nous. Et je trouve que pour moi, et c'est un peu ma philosophie de vie, c'est d'être dans cette reconnaissance du divin qui est là et dont il ne m'appartient qu'à moi de savourer, de m'imprégner. Et encore une fois, je le répète, de me connecter à ce qui va bien dans nos vies. Parce que nos vies vont bien. Et ça, c'est ma conviction profonde. Et c'est une conviction à laquelle j'invite le plus grand nombre possible de personnes. C'est vraiment de se connecter dans la gratitude de tout ce que nous avons, de tout ce que nous sommes. Et ça, c'est très très important. Pour moi, le fait de découvrir et d'expérimenter la spiritualité balinaise, ça m'a mis en résonance avec cette façon de vivre qui est
d'abord reconnaissance, d'abord gratitude, d'abord offrande au divin. Et dans ma vie de tous les jours, c'est important soit de déposer une fleur devant mon Bouddha, soit d'émettre une vibration du cœur dans le cadre dans lequel je vis pour la gratitude, et de commencer mes journées par cette vibration-là. Je parlais qu'à Bali, ce qui m'a touché, c'était la notion de collectif. Aujourd'hui, je fais partie des gens qui disent que le développement personnel, les techniques de développement personnel, le monde du développement personnel, est peut-être en train de mourir pour laisser la place à un développement relationnel. Ce que j'aime dire, et je sais que des fois ça peut gêner certaines personnes, j'aime beaucoup le développement personnel. L'avantage, c'est que c'est personnel. L'ennuyeux, c'est que ça peut être très personnel. Et à ce fait, très limité. Et à mon sens, le développement, c'est un développement aujourd'hui qui est relationnel. C'est-à-dire que nous grandissons, mais nous grandissons ensemble. Je crois qu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de grandir personnellement sans la reliance avec le monde qui nous entoure, la société qui nous entoure, et cela fait que les personnes qui savent le mieux, le plus harmonieusement prendre leur place dans la société, le font quand il s'agit d'impliquer le bien-être, l'éveil de conscience des autres personnes. Et je crois que nous sommes à cette période-là très très intéressante du monde, et c'est un petit peu moi ce que je vois fonctionner à Bali, où tous les jours je vois des milliers de sourires, des inconnus qui me sourient, qui penchent la tête, qui ferment un petit peu les yeux pour dire tu es bienvenu. Om Swastiastu, je te souhaite la bienvenue. Et je peux voir le champ vibratoire, le champ de présence qu'il existe sur cette île, parce que depuis des siècles, ils ont mis la spiritualité au premier plan, et que cette spiritualité est le ciment social. Et ça, c'est très intéressant. C'est tout à fait un autre concept que le nôtre. Nous sommes dans un autre hémisphère, non seulement géographique, mais également au niveau du fonctionnement. Et ça, c'est du fonctionnement personnel. Donc ça, pour moi, c'est très intéressant d'aller faire cette expérience balinaise du collectif. Et j'aurais un petit mot à dire sur les personnalités balinaises, les grands prêtres, les guérisseurs. Ce sont pour moi les personnalités qui m'ont le plus touché. En ce sens que quand, par exemple, le guérisseur que j'affectionne à Bali, Gederai, et je l'ai vu intervenir des dizaines, peut-être 100, 200 fois sur des participants de mes groupes, j'ai vu à quel point il ne se répétait jamais. Et je l'ai vu des fois intervenir en 5 secondes sur quelqu'un et sur quelqu'un d'autre, lui demander 10 jours, voire plus. Et ce guérisseur-là a su me transmettre cette relation avec l'invisible, c'est-à-dire la partie, nous sommes tous dans notre processus initiatique. Il est conscient, il n'est pas conscient, mais nous sommes dans ce processus initiatique, et l'initiation, c'est justement aller là où nous ne sommes jamais allés, par définition. Et qui peut nous montrer le chemin
quelque part personne, parce que justement, c'est un mystère pour chacun de découvrir notre propre chemin. Ce que m'a apporté Bali, ça a été le renfort d'une hygiène de vie au quotidien, une hygiène de vie spirituelle. Et cela a été une connexion agrandie avec les plans invisibles, juste par la proximité que j'ai pu avoir avec les guérisseurs Bali que j'honore. Ah, Terima kasih, je vous remercie. Bien, alors maintenant, je vais vous parler de mon expérience du Tibet, plus précisément du Tibet des Tibétains, et à travers eux du silence des Tibétains, et en quoi ce silence a touché mon cœur. Ce qui m'a choqué, et agréablement choqué, en arrivant à Lhasa, c'est que je suis sorti un peu de ce concept, les Tibétains dominés par les Chinois, qui est très très véhiculé chez nous et qui constitue une équation Tibet égale domination des Tibétains par les Chinois. Sur place, je me suis rendu compte que ce n'est pas juste, ce ne sont pas les Chinois qui dominent les Tibétains, c'est simplement une administration en gouvernement chinois qui domine à la fois les Chinois et les Tibétains, et de mon expérience, il y en a... je m'aperçois que à Lhasa, les deux cohabitent, et j'aime toujours un petit peu raconter cette histoire particulière. Dans le centre de Lhasa, il y a le temple le plus sacré qui puisse exister au Tibet, et peut-être pour les bouddhistes, c'est le temple du Chokang, qui renferme l'une des statues les plus précieuses au monde, puisque c'est une statue de Bouddha, mais qui a été sculptée du temps de son vivant quand il était jeune. Et ce qui se passe, c'est que c'est un lieu de pèlerinage. Il y a continuellement des milliers de personnes qui font la Kora, c'est-à-dire la circumambulation, autrement dit le tour du palais, avec les moulins à prière, Om Mane Padme Hum, et les mandalas qu'ils égrènent. Et c'est très touchant de voir que dans cette Kora, il y a autant des Tibétains en tenue traditionnelle que des Chinois qui viennent là parce que c'est leur religion, le bouddhisme. C'est intéressant de sentir sur place que la question du Tibet est une question relative au territoire, mais pas exactement relative à la spiritualité, puisque majoritairement les Chinois sont bouddhistes. L'histoire que je désire vous raconter, c'est que autour de ce Chokang, il y a donc en parcours sur lesquels les pèlerins peuvent exercer. Et à un moment donné, j'ai vu un pèlerin tibétain sortir, on va dire, de la ligne blanche qui canalise un peu les pèlerins, et un policier chinois le réprimandait. J'ai vu le policier chinois le réprimander avec bonhomie, avec gentillesse, avec sourire, et le Tibétain lui répondre pareil, avec la même énergie. C'est là où j'ai compris qu'il y avait une relation particulière entre les Chinois et les Tibétains. Une chose est sûre, c'est que là-bas, la parole n'est pas libre. Même pour les Occidentaux que nous étions, il était clair que nous ne devions jamais prononcer certains mots, comme Dalai Lama. On avait remplacé ça par DL, donc quand nous parlions du DL, c'était le Dalai Lama. Mais on voit bien que la parole est interdite entre les Tibétains
et même un peu les Chinois et les Occidentaux. C'est-à-dire le simple fait d'adresser la parole est un acte qui est jugé suspect et qui peut mettre en difficulté les autochtones. Donc du coup, cela crée une expérience très particulière où cela renforce les relations humaines par le regard et cela nous a beaucoup touchés. Je vais vous donner l'expérience que j'ai vue parmi ces pèlerins qui font cette Kora, là, donc en plein cœur de Lhasa. Et quand je cherchais leur regard et que des fois j'avais le bonheur de les croiser, je voyais beaucoup de profondeur et je dirais une très grande, je percevais une très grande ouverture vers les forces de l'esprit. Peut-être parce que cette ouverture-là, elle existe alors qu'il y a beaucoup de portes en Chine qui sont fermées ou contrôlées ou réprimées. Et cela m'a beaucoup touché. L'une des autres expériences, c'était quand notre groupe est arrivé à Samye. Samye, c'est le tout premier monastère qui s'est construit au Tibet, le monastère historique. La coïncidence a fait que quand nous sommes arrivés dans le monastère, il se trouve que les moines se sont mis à chanter et à chanter leur mantra. Et ça, je dirais, pratiquement toutes les personnes du groupe se sont mises à pleurer à ce moment-là, tellement il y avait une profondeur et quelque chose qui se disait à travers ces mantras. J'ai trouvé ça bouleversant. Et au final, l'expérience du Tibet des Tibétains, pour moi c'est ça, c'est une rencontre à travers des échanges qui deviennent subtils parce que la parole est interdite. Même entre nous, occidentaux, à l'hôtel, dans les restaurants, dans la salle de réunion, nous étions à l'hôtel, il y avait des caméras, on était surveillés, et du coup, cela crée quelque chose de très particulier. Et pour moi, le Tibet, c'est le langage du silence. Pour moi, le Tibet, c'est trouver Dieu dans le silence. Alors maintenant, je vais vous parler de mon travail et en quoi il vient nourrir, je dirais, ma mission de vie et mon sens, le sens de ma vie. Je vais vous parler de cela à travers un voyage qui est un grand classique pour moi, qui est le Pérou. Pour moi, Pérou, Bali, Inde, ça fait partie des musts du voyage spirituel. Et j'aime beaucoup le Pérou. Déjà, cette terre est très très puissante, c'est une terre tournée vers le ciel, très haute en altitude, vers un ciel qui est très très bleu, très intense. Les personnes aussi sont très intenses, les Péruviens avec leur costume multicolore très péchu. Et j'aime beaucoup ce pays qui me semble béni des dieux, avec ces lieux sacrés connus mondialement, Machu Picchu, Cusco, la vallée sacrée, le lac Titicaca et tous ces lieux sacrés Anka. J'ai eu le bonheur d'y emmener en groupe avec Ernesto Ortiz. Ernesto Ortiz est le leader aux États-Unis en matière d'initiation aux mémoires akashiques, c'est-à-dire il initie les personnes à accéder à leur propre mémoire akashique, et c'est un travail vraiment exemplaire et que je recommande à chacun. Et le hasard, s'il y en a un,
a fait que Ernesto s'est inscrit au tout premier voyage Oasis que j'ai organisé. Et j'ai vu arriver une inscription de quelqu'un là-bas depuis l'Amérique du Nord, et je lui ai dit, mais le voyage que nous faisons, c'était à Bali, est un voyage francophone. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, je comprendrai ce que je comprendrai, et je m'inscris quand même. Et tout le monde avait vu que Ernesto Ortiz, Don Ernesto Ortiz, avait quand même une sagesse particulière. Et le dernier jour, il m'a dit, écoute Eric, je vois comment tu travailles, j'aimerais que tu organises tous mes voyages. Et c'est comme ça que j'ai organisé les voyages d'Ernesto pour un public anglo-saxon. Et c'est comme ça que je me suis formé moi-même aux mémoires akashiques. Et ce travail-là a été pour moi, on va dire, de première importance, puisque à l'époque, eh bien, je créais mon entreprise, et que cela m'a aidé à prendre les justes décisions, à faire les justes choix. Et quand on crée une entreprise ou quand on gère une entreprise, on est à la fois dans une liberté extraordinaire et à la fois dans une nécessité d'être extrêmement juste dans nos choix, dans nos non-choix. Et ça, les mémoires akashiques m'ont beaucoup aidé là-dessus. Donc, bien naturellement, après avoir accompagné des groupes anglo-saxons pour Ernesto, j'ai décidé un jour de lui organiser un voyage pour le public de mon agence de voyage, et c'était bien naturellement au Pérou. Et là-bas, nous avons expérimenté ce que c'est que d'ouvrir les mémoires akashiques sur les lieux sacrés. Que ce soit des lieux sacrés très très connus, comme le Machu Picchu, la Titicaca, ceux que je viens de citer, ou des lieux sacrés peu connus, comme cette porte interdimensionnelle à Amaru, qui est proche du lac Titicaca, où il n'y a jamais personne, qui est un lieu assez peu connu, ou je dirais connu par les initiés. Ce sont des lieux très propices justement à ce travail de connexion avec les mémoires akashiques. Ces lieux étaient utilisés par les Incas comme des lieux de connexion tertielle. C'était comme ça que les appelaient les Incas, c'est-à-dire que dans ces lieux sacrés, par exemple ces cheminées d'énergie à Amaru, une main orientée vers le sol, une autre main orientée vers le ciel, et comme ça, ils faisaient leur méditation, leur prière, leur demande de purification. Ils exprimaient leurs vœux au divin, et c'était un endroit de ressourcement important. Aujourd'hui, j'ai reçu plusieurs témoignages de personnes qui m'ont dit à quel point le vœu qu'ils avaient déposé sur ces cheminées-là s'était concrétisé dans leur vie, et parfois assez rapidement. Et c'est quelque chose, moi, qui me touche particulièrement dans le métier que je fais, qui est un métier de reliance. Au début, j'envisageais d'appeler mon entreprise Reliance, et parce que finalement, je ne fais que relier les gens d'ailleurs avec les gens d'ici, et les relier dans la conscience, dans un espoir de grimper en niveau de conscience supplémentaire. Ce qui m'a beaucoup plu et ce qui m'a plutôt touché au Pérou, ce sont les rituels de pipe sacrée. Pour les chamans, c'est l'un des principaux rituels qui existent, et celui que j'ai fait au bord du lac Titicaca avec Don Ernesto Ortiz a été pour moi un grand moment. Vous savez, il y a des endroits, il y a des lieux, il y a des moments où on a l'impression que tout est avec nous, le temps, le climat, la brise du vent,
ce sentiment de présence incroyable où nous sentons que tout est parfaitement juste. Et pour moi, ces espaces-là, ce sont des espaces de présence, de présence du divin, et ce sont aussi des possibilités de transmutation, des possibilités de transmuter en nous des points qui peuvent être parfois disharmonieux en des points qui reprennent de la fluidité. Et ça m'a beaucoup touché au bord du lac Titicaca, parce que il y a l'énergie de ce lac qui est une énergie très très puissante. C'est une énergie, je dirais, planétaire, même je dirais au-delà de la planète. Et d'être là tout près des berges et sur les berges et de faire ce rituel hautement sacré pour les chamans de la pipe qui passe d'une personne à une autre a été pour moi l'un des grands moments de ma vie. Cela me touche beaucoup d'être quelque part, comme je m'appelle parfois en éclaireur d'expérience en conscience. Je pars et mettre au point des espaces d'éveil qui après seront utilisés comme ils seront utilisés par les participants. Mais ça, c'est vraiment le grand sens de ma vie. Je me réjouis vraiment d'avoir pu trouver ma mission de vie et de grandir en faisant grandir les autres. Donc ça, c'était mon expérience au Pérou, c'était tout ce que j'avais envie de vous partager dans ce beau pays. Comment, Eric, est-ce que tu fais en repérage de voyage initiatique? Si vous saviez le nombre de fois où on m'a posé la question. En repérage de voyage initiatique. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne repère pas en voyage initiatique. Déjà, en voyage initiatique, ça n'existe pas. On peut créer en voyage à potentiel initiatique. On peut créer en voyage avec une intention initiatique. Bien sûr, sur mes programmes, je parle de voyage initiatique parce que c'est le terme usité, mais ça me fait toujours un petit pincement au cœur parce que qui peut avoir la prétention de proposer des voyages initiatiques? Donc je préfère parler de voyage à potentiel initiatique. Et je vais vous dire une chose, il n'y a pas de règles, il y a très très peu de règles pour créer un voyage à potentiel initiatique. Pourquoi? Parce que justement, c'est initiatique. Alors je vais vous raconter comment s'est passé pour moi ma découverte de l'île de Pâques, parce que s'il y a bien une île mystique, mystérieuse et secrète sur notre planète, c'est bien l'île de Pâques, plus précisément Rapa Nui. Et là-bas, les choses se sont passées d'une manière bien particulière. Je n'arrivais pas à distance depuis mon bureau à monter ce voyage-là, et du coup, j'ai pris un avion et j'ai débarqué à l'île de Pâques. J'avais déjà plusieurs contacts sur place, pas mal d'adresses de Français installés sur l'île. Le premier contact que j'ai eu, qui m'a reçu à l'hôtel que j'avais réservé, c'était un militaire français à la retraite. Absolument rationnel jusqu'au bout des ongles. Eh bien, je vais vous dire une chose, ce militaire à la retraite, ça a été l'un de mes meilleurs alliés. Parce qu'il m'a mis en contact avec toutes les personnes spéciales de l'île. Il me disait, oh Tina, elle est vraiment spéciale. J'ai dit, ça m'intéresse. Je veux aller la voir. Il a fait courir le bruit sur Rapa Nui qu'il y avait en français, qui venait en repérage de voyages ésotériques. Donc les bruits courent au village, au marché, tous les matins. Et ce qui fait que le soir, à l'hôtel, des fois j'avais des gens, des curieux, qui venaient faire ma connaissance. Qui vous êtes? C'est quoi cette agence? Vous venez chez nous? Vous allez envoyer qui? Voilà. Et ça a été très curieux parce que, de manière inattendue,
j'ai rencontré une personne, Tina, j'ai rencontré une autre, Apatita, j'ai rencontré Edgar, et des fois quand j'étais avec l'un, ils interceptaient quelqu'un dans la rue, ils disaient tiens regarde, elle c'est une Uke ou une Pakarati, c'est-à-dire quelqu'un qui descend des grandes familles traditionnelles de l'île, et ils ont construit une fondation pour préserver la connaissance de la culture Rapa Nui, dont on sait qu'elle est pas très importante. Il n'y a pas beaucoup de restes de cette culture compte tenu des invasions et de la vie qui s'est passée sur Rapa Nui. Donc comme ça, j'ai connu des gens. Tina m'a emmené à la grotte des Vierges, parce que tout le monde connaît la grotte des Vierges à Rapa Nui, mais très peu savent exactement y aller. Elle m'y a emmené. Et donc je me suis constitué en réseau de personnes qui, par exemple, Apatita, elle, pour les pleines lunes, fait des rituels avec les femmes dans les grottes de Rapa Nui, des rituels de purification. Elle passe toute la nuit dans les grottes. J'ai rencontré aussi Carlo, qui lui est très, très connecté à la façon d'apprendre aux gens à se connecter au mana. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, là-bas dans les îles polynésiennes, ils sont tous très connectés au mana. Mais Carlo, lui, connaît les manières ancestrales de poser son front sur la pierre du mana, de s'élever en tenant les mains ouvertes et en faisant tourner le champ d'énergie, en étant dans cette conscience de l'énergie qui tourne autour de la pierre du mana que l'on appelle Te Pitokura. Et quand j'ai fait cette expérience, j'ai pu voir les faucons tourner également dans le même sens que l'énergie. Donc j'ai rencontré plusieurs personnes comme ça, un petit peu par hasard, par non-hasard, par chance, par guidance. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour moi, la création d'un voyage à potentiel initiatique, c'est une initiation. L'initiation, l'égrégore, l'énergie initiatique, elle est déjà dans la création du voyage. À la fin de mon séjour là-bas, j'avais rencontré beaucoup de gens. Et en même temps, j'avais cette impression de ne pas avoir la clé. Et j'ai fait mes bagages, je suis allé à l'aéroport pour décoller, et là il y avait un petit panneau vol retardé de 5 heures. Et Apatita qui m'accompagnait, une Rapa Nui, me dit tiens, j'ai su que Arturo était arrivé sur l'île. Arturo, c'est quelqu'un qui devrait t'intéresser. On va voir Arturo. Mais vraiment, dans ces 5 heures de décalage avec l'avion. Et là, je me dis, j'ai l'homme que je cherchais. Cet homme-là, il a retrouvé en canalisation toutes les danses traditionnelles de Rapa Nui. Cet homme-là a retrouvé en canalisation les grands rituels de Rapa Nui. Et là, j'ai trouvé l'homme qu'il me fallait pour mes voyages. C'est assez émouvant parce que c'est quand même, Rapa Nui m'a emmené jusqu'au point de lâcher prise. L'endroit où j'ai dit ok, je quitte Rapa Nui, j'ai rencontré beaucoup de gens, mais il me manque quelque chose. Rapa Nui m'a forcé, m'a accompagné à lâcher prise, à dire ok, je m'en vais. Et là, rendez compte, retard d'avion et rencontre d'une personne qui est l'un des grands sages de l'île et qui est quelqu'un de très très discret, et on allait se croiser et on s'est croisés. Donc voilà, c'était une tentative pour moi de vous partager cette expérience que
chaque voyage à potentiel initiatique que je prépare pour mes participants, c'est une aventure. Il y a des voyages que j'ai construits très rapidement, il y en a d'autres que j'ai mis plusieurs années, comme le Tibet, etc. Et que je m'aperçois qu'avec le temps, les partenaires spirituels avec lesquels je travaille donnent de plus en plus à mes groupes, parce que moi, en amont, je prépare de plus en plus mes groupes et qu'il y a une relation qui se construit avec le temps. Voilà, c'est mon expérience de Rapa Nui. Pour moi, c'est l'un des lieux les plus initiatiques de la planète. Là-bas, les gens disent que vont venir à Rapa Nui toutes les personnes qui sont en transmutation de conscience. Il va falloir construire beaucoup d'hôtels. À très bientôt. Bienvenue en Australie, tout du moins dans l'expérience australienne et plus particulièrement l'expérience aborigène. L'expérience que nous avons faite dans une tribu aborigène nous a appris ce que c'était que l'exigence, que la rigueur, que l'intégrité. Ce sont vraiment les trois mots qui me viennent quand nous nous approchons des tribus aborigènes. Donc avant de vous présenter un petit peu quelle a été mon expérience dans le centre rouge auprès du peuple du rêve, je vais vous inviter à fermer les yeux et à écouter ce son unique qui est celui du didgeridoo que j'ai filmé au cœur du bush, et je vous invite à savourer ce son-là pendant quelques secondes. Je vais vous parler de ce voyage que j'ai fait dans la communauté aborigène de Lila, qui se trouve à peu près à 150 km d'Uluru. Déjà, c'est un voyage que nous avons mis très longtemps à préparer, peut-être 3 ans, je ne sais plus exactement. Il faut dire que les moyens de communication dans le bush n'existent pas, surtout vis-à-vis des aborigènes, qui ne sont pas joignables ni par mobile, ni par email, et qu'il faut passer par des intermédiaires pour les toucher dans cette tribu-là, qui est la tribu de Lila. Et nous sommes partis, une douzaine de personnes, en immersion dans le centre rouge aborigène. Il faut vraiment comprendre que c'était une immersion au sens propre du terme, au cœur du désert, et ce qui veut dire quoi, dans le courant de la journée il devait faire peut-être 35 degrés, des fois plus, et la nuit souvent il faisait 0 ou 5 degrés, température que nous supportions avec les matelas australiens et les feux de camp, mais c'est quand même un voyage qui est très intense, et qui est intense comme le sol peut l'être, avec cette couleur très très rouge, hein, qui a sur des milliers de kilomètres carrés. Donc nous sommes arrivés dans cette tribu, nous étions attendus, nous avons installé le campement juste à côté de la tribu des aborigènes, et j'ai vu sur une colline quelqu'un nous regarder avec des jumelles, et on m'a dit c'est l'un des chefs de la communauté. J'ai dit oh là là, voilà comment se faisait l'accueil ici dans cette communauté. Il nous a fallu du temps pour que la relation s'installe petit à petit. Et c'était le 3e jour. Des femmes de cette tribu nous ont emmenés vers ce que l'on appelle
holy water, c'est-à-dire en trous d'eau sacrés, comme il y en a quelques-uns dans le bush, et qui sont des lieux très très porteurs d'énergie, de vibration pour les aborigènes. C'est là qu'ils viennent faire leurs prières, c'est là qu'ils viennent présenter leurs bébés, voilà. Et donc nous sommes allés au bord de ce trou d'eau, qui était à peu près un mini-lac, on va dire, de 15-20 mètres de diamètre, très impressionnant. Et les aborigènes et ces femmes nous ont dit de s'asseoir là et de méditer. Et après être revenu au village, il y a eu un cercle de parole et chacun a pu partager avec les femmes de la tribu de Lila leurs émotions, ce qui s'était passé pour eux. Beaucoup, la plupart d'entre nous avons senti du bien-être, de la paix, des énergies très très belles. Voilà. Et le lendemain, les mêmes personnes nous ont amenés de nouveau sur le trou d'eau sacré. Et on était un petit peu étonnés parce qu'on se disait mais pourquoi nous ramener là, on aurait eu envie d'aller ailleurs. Et nous sommes repartis en méditation et plusieurs d'entre nous ont vu des bulles blanches en méditation. Et quand nous avons partagé ça auprès du cercle de parole, les trois femmes qui nous guidaient nous ont dit c'est super, bravo, maintenant que vous avez vu les boules blanches, on va pouvoir aller après sur le prochain lieu sacré. Donc c'était très particulier. Si nous n'avions pas réussi ce challenge, sûrement d'autres expériences nous auraient attendus, mais pas le cursus des aborigènes. Qu'est-ce qui nous est arrivé après? Alors, les hommes aborigènes, nous ont emmenés sur des lieux et nous ont raconté les histoires de leur tribu. C'est très particulier parce que là-bas, les histoires ne se racontent que à des lieux particuliers. Et ça a été pour nous comme un cadeau d'écouter ces légendes. C'est vrai que on a reçu ça comme quelque chose de très très précieux. Voilà. C'était un peu en brin de l'expérience aborigène que nous avons fait, que je voulais vous partager. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui n'est pas complaisant. On ne va pas faire du voyage initiatique vers les aborigènes comme on fait du tourisme spirituel ou initiatique. Simplement, ce genre de voyage est réservé à des personnes qui veulent vraiment se confronter à une spiritualité qui est protégée et qui est accessible à ceux qui sont prêts et disposés à le faire le moment venu. Bien, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de cette émission. J'espère que ces quelques témoignages d'expériences ailleurs, de spiritualité d'ailleurs, vous ont donné le goût de voyager. Je n'ai pas trouvé d'autres thérapies plus puissantes que le voyage, en ce sens qu'elle me permet de mieux me discerner, de mieux me comprendre, de mieux me connaître. Et ça, c'est l'un des plus beaux cadeaux que je puisse recevoir de la part du voyage. Dans l'Évangile, il est dit que notre mission, c'est de faire émerger notre être des ténèbres. Et je trouve que les projecteurs différents des spiritualités d'ailleurs, mais des pays d'ailleurs, des personnalités d'ailleurs, sont une chance absolument fabuleuse pour grandir. Le Dalai Lama, dans ses principes de vie, je crois qu'il y en a une vingtaine,
Il y en a un que j'aime beaucoup, bien sûr, c'est quand il dit que nous devons aller une fois par an dans un endroit où nous ne sommes pas encore allés. Voilà, j'ai beaucoup de gratitude d'avoir pu vivre toutes ces expériences. Elles me relient à l'histoire de l'humanité parce que je pense que l'homme de Cro-Magnon, quand il sortait de sa grotte pour aller chercher son beefsteak, il devait déjà commencer un sacré voyage initiatique. Et aujourd'hui, nous avons une manière de voyager. Demain, l'humanité voyagera sûrement autrement. Et je trouve que c'est que tout ça nous enrichit beaucoup. J'aime dire, des fois j'ai des contacts de personnes qui me disent qu'ils n'ont pas la possibilité de voyager, temps ou argent, enfants, famille, etc., responsabilité. Souvenons-nous que le plus beau des voyages, c'est celui que l'on fait à l'intérieur de soi. Il n'y a pas besoin de voyager au bout de la planète pour grandir. Je suis le premier à le dire. Et voilà, tout simplement, pour ma part, j'espère que à travers ce que je ressens être ma mission, cela me permet d'apporter une contribution à l'humanisation de cette planète et de faire en sorte que par la reliance des peuples, par la reliance des spiritualités qui convergent tous vers le même état divin, notre planète vive un peu plus en paix. Pour ceux qui n'ont pas forcément la possibilité de voyager, je leur rappelle que nous vivons dans l'un des plus beaux pays du monde, l'un des plus riches, l'un des mieux équipés, là où il y a la liberté de parler, la liberté de s'exprimer, la liberté d'agir. Et nous bénéficions d'un système social qui est le meilleur au monde. Chaque fois que je rentre à mon domicile en France, je peux vous dire une chose, c'est que je ne déménagerai pas pour un autre pays. J'aime beaucoup mon pays. Voilà, je vous remercie de votre attention. C'était un bonheur pour moi de partager un petit peu de ma vie de globe-trotteur avec vous. Et je vous dis à bientôt, ici ou là. Au revoir.